comme un luth d'ivoire. Après ce récit prononcé d'une voix émue par une sorte d'enthousiasme religieux, le sauvage et le canotier gardèrent un moment de silence. C'est bien là, au fond, ce que rapportent les missionnaires, pensa madame Houël avec inquiétude. Ciel, si jamais mon cher Harold venait à... Oh mon Dieu, protégez mon enfant. Eh bien, reprit l'Indien, le cœur de la fleur des neiges est-il aussi fort maintenant? J'ajouterai foi à tous ces mystères quand j'en aurai été témoin, répondit madame Mouel d'une voix qu'elle cherchait en vain à rassurer. Vous ne l'avez jamais vu, ni toi ni le canotier, n'est-ce pas? Madame, répartit le chasseur canadien, avec sa lenteur habituelle et un ton solennel qui dénotait une profonde conviction. Un soir que je remontais le Saguenay, je rencontre... Il s'arrêta tout à coup. Un sourd ronflement, pareil au souffle profond du marsouin lorsqu'il vient respirer à la surface de l'eau, se fit entendre à l'avant du canot. Un homme, qui n'aurait pas été habitué à la vie sauvage, n'aurait prêté aucune attention à ce bruit. Mais l'oreille exercée du canotier ne pouvait s'y méprendre. C'était bien la voix du Chinépik, qui, pour lui signaler quelque danger sans donner l'éveil, imitait la respiration du marsouin. Le chasseur prêta l'oreille un instant et crut entendre dans le lointain un son étrange et vague, d'abord à peine perceptible, puis se rapprochant, devenant plus distinct et se prolongeant sur les flots en molles ondulations, pour s'éloigner, osciller encore et s'évanouir un instant après. Longtemps ces mystérieuses vibrations, qui semblaient tantôt descendre des nuages, tantôt remonter du fond des cavernes de la mer, ou s'échapper d'une conque marine, ou filtrer à travers le treillis des bois, voltigèrent en notes intermittentes parmi le silence solennel de la nuit, ne parvenant à son oreille qu'à de longs intervalles, et par frêles lambeaux. Il crut d'abord être le jouet d'une illusion, mais après quelques minutes de silence, la même mélodie bizarre, mais plus distincte et plus rapprochée. « Eh bien, madame, chuchota le canotier, entendez-vous? Croyez-vous maintenant aux paroles d'un homme qui n'a pas appris ce qu'il sait dans les livres? » Et, continuant comme s'il se fût parlé à lui-même, « Minuit. Ce soir, la nouvelle lune est là. » Bah, répartit madame Houël, la plainte de quelques loups marins sur les rochers. Le canotier haussa les épaules et attendit sans répondre. Vous aviez raison, reprit enfin madame Houël, après quelque temps de silence. J'entends maintenant très clairement une voix. Mais est-ce une voix humaine? Jamais je n'ai rien entendu de si extraordinaire. Je sais que les sauvages sont renommés pour la beauté de leur voix, mais ces magiques accents n'ont rien d'humain, tant ils captivent et entraînent avec un irrésistible attrait. En effet, c'était une sorte d'incantation fantastique qui empruntait à la sombre majesté de ces heures solennelles et à son origine inconnue un singulier caractère de merveilleux et de naturel. Sorte de mélopée, tantôt plaintive et rêveuse, noyée de mystère et de mélancolie, ondulant sur la lame, flottant dans l'atmosphère et se perdant dans les plis de la brume. Soupir infini, écho de voix d'ange, rêve d'enfant au berceau, chant des courlis, ou bien, vive et légère, découpée en frileuses dentelles de sons, montant et descendant en spirale aérienne, groupe de notes folâtres se tenant par la main. Et puis, tout à coup, triste et morne, comme le vent d'automne qui brame dans les ramets, comme l'hymne funèbre sur les tombes, ou fanfare inouïe, vibrant comme un cuivre. « Je distingue bien des paroles, dit tout bas madame Houël au canotier, mais d'une langue qui m'est inconnue. Je les comprends, mais il m'est impossible de vous les traduire. Le sens en est plus dans le chant que dans les paroles. » Deux éclairs soudains, suivis d'une double détonation, interrompirent tout à coup les magiques évocations de la sibylle inconnue. Et en même temps, deux balles, venant du côté opposé à celui d'où l'on entendait cette mystérieuse musique, et dont une entama la pince du canot à quelques pouces du canotier, sifflèrent aux oreilles des voyageurs.
Un souffle de terreur sembla rouler dans l'atmosphère avec l'écho de la double explosion répercutée par les nuages et les deux rives du fleuve. Et puis tout rentra dans un silence si profond qu'on eût dit que le fleuve eût toujours été entièrement désert. Course. 7 Iroquois dans le canot, Chuchota le Chinépik. j'ai eu le temps de les compter à la lueur de l'explosion. Camarades, nous allons être pris entre deux feux. À droite, les Iroquois. À gauche, la Machiskouéou et ses compagnons. Il n'y a qu'un moyen, Reprit le canotier avec la présence d'esprit et la promptitude de décision que donnent le calme et le sang-froid, fruit d'une longue habitude de vie au milieu des dangers. c'est de dérouter nos ennemis. Si, Chinépik, nous allons reculer quelque temps, puis nous gagnerons le rivage à force d'aviron. Madame, retenez les pleurs de votre enfant. Il faut du silence pour cacher notre marche. Couchez-vous au fond du canot. Vous courez ainsi moins le risque d'être atteint par les balles. Ah, chien d'Iroquois, Murmura-t-il entre ses dents. vous êtes fort heureux que la vie de ces deux êtres faibles ait été confiée à ma garde. Vous ne me verriez pas reculer ainsi devant vous. Une cruelle expérience a dû vous apprendre que ce n'est pas ma coutume. Que j'aurai du plaisir à vous loger du plomb dans quelques-uns de vos crânes pour me refaire un peu la main, car il y a déjà longtemps que je n'ai pas essayé mon mousquet contre une peau rouge. Mais laissez faire, vous ne perdez rien pour attendre. Tout en faisant ces réflexions, le canotier, après avoir imprimé au canot un mouvement rétrograde en nageant à reculons pendant quelque temps, avait tourné la proue de la légère nacelle vers le rivage et pagayait vigoureusement dans cette direction. Nagez, nagez, maintenant, tant que vous voudrez, imbécile d'Iroquois, reprit-il tout bas avec ironie. Vous serez quelque temps, je pense, sans nous atteindre si vous continuez de ce côté. Vous croyez donc qu'un blanc est aussi bête que vous et qu'il... Le cri d'un huard, qui s'éleva à quelque distance en avant du canot, éveilla son inquiétude et interrompit le cours de ses invectives, qu'il ne ménageait jamais à ses ennemis dans ces moments de danger. Je me trompe fort si c'est là le cri d'un huard. Il y a là des infections qui ne sont pas celles d'un huard. Les infâmes coquins, auraient-ils prévu notre mouvement par hasard? À peine eut-il achevé ces mots que deux raies de feu déchirèrent le voile des ténèbres en avant d'eux. Heureusement pour nos voyageurs que la nuit était si obscure que l'ennemi ne pouvait viser qu'à peu près. Les balles, dirigées d'une main incertaine, ricochèrent sur l'eau à quelques pieds du canot. Notre ruse est déjouée, s'écria le canotier, avec amertume. Et d'un coup d'aviron faisant décrire un angle à la proue du canot pour lui faire reprendre sa première position. Il est inutile de songer à atteindre le rivage, continua-t-il. C'est maintenant, Chinépik, qu'il nous faut montrer si nous entendons quelque chose à manier un aviron. Ils sont 7 contre 2, mais leur canot m'a l'air plus pesant que le nôtre, et je doute qu'ils aient tous des avirons. Madame, nous allons être obligés de jeter vos malles à l'eau, afin d'alléger notre canot, autant que possible, et de ne pas ralentir notre marche, car ce sera une course désespérée. Faites tout ce que vous voudrez, pourvu que vous arrachiez mon enfant des griffes de ces tigres, s'écria avec angoisse Madame Houelle. En un clin d'œil, le canot fut débarrassé de tout ce qui pouvait l'alourdir. Maintenant, Chinépik, hardi sur l'aviron, et ensemble. Et auparavant, poussons notre cri de guerre, pour montrer à ces mécréants que nous ne les redoutons pas plus que les poissons qui nagent sous nos pieds. Deux cris horribles, capables de faire tressaillir les cœurs les plus intrépides, s'échappèrent à la fois de la poitrine des deux guerriers et se prolongèrent au loin sur les flots. Madame Houelle se boucha les oreilles de terreur.